Vous avez vu dans le cours passé ce qu'on appelle l'induction magnétique. Dans l'induction magnétique, nous avons un inducteur à part et un induit à part. Aujourd'hui, on va parler de l'auto-induction, c'est-à-dire l'inducteur induit lui-même. Cela se fait dans la bobine. Premièrement, la mise en évidence, c'est-à-dire une simple expérience qui démontre l'existence de ce qu'on appelle l'auto-induction. On réalise le montage de la figure ci-après, une branche contenant un résistor, une branche contenant une bobine. Les deux sont en parallèle aux bornes d'un générateur de force électromotrice K, c'est-à-dire qui délivre une intensité I. Si on ferme l'interrupteur, car L1 s'allume instantanément, c'est-à-dire très tôt, alors que LD s'allume progressivement. LD, c'est la lampe qui est en série avec la bobine. Même chose, si on ouvre K, L1 s'éteint très tôt, c'est-à-dire instantanément, alors que LD s'éteint progressivement. On dit que la présence de la bobine empêche l'établissement ou s'oppose à l'établissement et l'annulation, c'est-à-dire la rupture du courant. Comment cela s'est fait? C'est par le phénomène d'auto-induction. On interprète comme le suivant. Une bobine placée dans un circuit s'oppose à l'établissement et l'annulation du courant, car lorsque le courant traversant la bobine varie, c'est-à-dire lors de l'établissement varie de 0 jusqu'à une valeur maximale et lors de l'annulation varie de valeur maximale jusqu'à la valeur 0. Dans les deux cas, il y a une variation du courant. Donc le champ magnétique créé par la bobine va varier et le flux qui traverse la bobine elle-même par ce champ magnétique créé par la bobine elle-même aussi va varier. Et la variation du flux certainement engendre une force électromotrice induite, on va l'appeler ici d'auto-induction, qui va s'opposer par ses effets à ses causes, c'est la loi de Lenz. Donc cette force électromotrice va créer un courant qui va s'opposer à l'établissement du courant. Dans le cas de l'établissement, c'est ce qui retarde l'établissement du courant, et qui va s'opposer à l'annulation du courant, ce qui retarde cette annulation. Troisièmement, tension aux bornes d'une bobine. On commence tout d'abord par ce qu'on appelle l'inductance de la bobine. Considérons un solénoïde de rayon R de longueur petit l comportant un spire et parcouru par un courant I variable. Le champ magnétique créé par ce solénoïde B est égal μ0 grand N sur L multiplié par I, c'est l'expression des champs magnétiques que vous avez vu dans l'année passée. Et le flux propre qui traverse ce solénoïde, pourquoi on l'appelle propre? Parce que ce flux est créé par le solénoïde et traverse le solénoïde. B est créé par le solénoïde et traverse le solénoïde. Donc on l'appelle le flux propre. De ce solénoïde, phi est égal N, le nombre de spires du solénoïde, multiplié par B, multiplié par la surface d'une spire. En remplaçant B par son expression, μ0 N divisé par L multiplié par I, S par son expression, pi multiplié par R au carré, on trouve l'expression qui est devant vous. Phi donc est égal pi multiplié par μ0 multiplié par N au carré, R au carré divisé par L, le total multiplié par I. La constante qui est multipliée par I, on va l'appeler L. Cette constante L est appelée la constante d'auto-induction. On l'appelle aussi inductance au coefficient de self. Donc, phi sera égal L multiplié par I. Et c'est une expression qu'on peut l'utiliser directement sans passer par ces calculs que nous avons justement tout de suite. Donc, on peut à chaque fois que nous avons un solénoïde exprimer le flux propre par phi est égal L multiplié par I. Deuxièmement, la force électromotrice d'auto-induction. La force électromotrice d'auto-induction est donnée par la règle et est égale moins d phi sur ddt. Donc, en remplaçant phi par sa valeur, elle est une constante, trouve au moins L ddi sur ddt. C'est une expression aussi qu'on peut l'utiliser directement sans démonstration. Tension aux bornes d'une bobine. Si la résistance de la bobine n'est pas négligeable, c'est-à-dire la bobine n'est pas toujours de résistance négligeable, elle peut avoir une résistance comme elle a certainement une inductance. Donc la bobine caractérisée par deux caractéristiques résistance et caractéristique inductance. Donc la bobine peut être considérée comme association en série d'un conducteur ohmique, c'est-à-dire petit r, et d'une bobine idéale sans résistance nulle, c'est-à-dire L. Donc I sera égal à combien? R fois I, c'est la tension aux bornes du résistor, moins E, la tension aux bornes de la bobine purement inductive. Donc est égal R multiplié par I, on remplace R par sa valeur, plus L ddi sur ddt. Et c'est une expression qu'on utilisera directement sans passer par les détails certainement.
on peut remarquer deux cas particuliers que nous avons. Dans le cas où la bobine est idéale, c'est-à-dire inductance pure, c'est-à-dire sans résistance, le petit r est égal à 0, donc U sera est égal L multiplié par DDI fois DDT, divisé par plutôt DDT, c'est-à-dire la dérivée de I par rapport au temps. En régime permanent, lorsque le courant s'établit correctement, c'est-à-dire prend sa valeur maximale, le courant est constant, donc I est égal à constante. La tension aux bornes de la bobine va être écrite sous la forme I est égal R multiplié par I. La bobine se comporte comme un conducteur ohmique. L'énergie emmagasinée dans une bobine, c'est l'énergie certainement magnétique emmagasinée dans une bobine. On commence par la puissance. La puissance réussie par une bobine de résistance petit r d'inductance L est parcourue par un courant d'intensité I. On écrit la forme générale de la puissance, est égal U multiplié par I, donc est égal R fois I, on remplace I par sa valeur, on trouve R fois I, L DDI sur DDT multiplié par I, cela va être égal R multiplié par I au carré plus L DDI DDI sur DDT. Donc il y a deux termes. Le premier terme, on va l'appeler PJ et le deuxième terme PM. PJ donc est égal R fois I au carré, on l'appelle c'est la puissance dissipée par effet de Joule, on l'appelle la puissance de Joule. Et PM, on l'appelle la puissance magnétique emmagasinée dans la bobine. Donc la bobine, quand elle reçoit la puissance magnétique, une partie sera dissipée par effet de Joule, c'est PJ, et une partie sera emmagasinée sous forme magnétique, certainement, c'est PM est égal LI DDI sur DDT. Donc la puissance PM est égal LI DDI sur DDT. Donc on peut l'écrire sous forme D sur DDT de 1 demi LI au carré. Et la puissance en général, c'est la dérivée de l'énergie par rapport au temps, certainement l'énergie magnétique, parce qu'on parle d'une puissance magnétique. Par identification entre les deux expressions, donc M sera égal à 1 demi LI au carré. Deux cas particuliers. Lorsque le courant s'établit, la bobine emmagasine l'énergie M, c'est-à-dire l'énergie magnétique, et cette énergie emmagasinée lors de l'établissement du courant conduit au retard de l'établissement correct du courant. Quand il y a rupture aussi, la bobine va restituer cette énergie sous forme du courant, certainement, ce qui empêche l'annulation immédiate du courant dans la branche contenant la bobine. Le circuit RL. Le circuit RL, c'est un circuit qui contient en série un résistor, une bobine, alimentée par un courant de tension constante, c'est-à-dire de force électromotrice. Et premièrement, on parle de l'établissement du courant dans le dipôle RL. Dans le circuit schématisé devant vous, il y a une bobine, il y a un résistor. Les deux sont montés en série au bord d'un générateur de force électromotrice E, c'est-à-dire échelon de tension E. On peut écrire la loi des mailles. UB plus IR moins E est égal à 0, donc UB plus IR est égal à E. Avec le sens positif que nous avons choisi dans le circuit, IB sera égal à R multiplié par I plus LDDI sur DDT. Et IR sera égal à R multiplié par I, c'est la loi d'Ohm. En remplaçant IB et RL par leur valeur, on trouve petit r multiplié par I plus LDDI sur DDT plus R fois I est égal à E. Donc R total multiplié par I plus LDDI sur DDT est égal à E. R total, c'est la résistance totale parce que nous avons deux résistances montée en série, grand R et petit r, la résistance équivalente RT est égale grand R plus petit r. En divisant par L, l'équation va devenir DDI sur DDT plus R total divisé par L fois I est égal à E divisé par L. Et ça, c'est une équation différentielle du premier degré avec second membre certainement. Sa solution générale de la forme A plus B multiplié par exponentielle moins alpha t. On peut déterminer A et B et alpha t en utilisant l'équation différentielle et les conditions initiales. C'est qu'A t est égal à 0, la valeur de I est nulle parce que le courant commence à s'établir progressivement. La solution générale de cette équation sera de la forme I est égal à IP multiplié par 1 moins exponentielle moins T sur taux, avec IP est égal à E divisé par R total et taux est égal à L divisé par R total. IP, on l'appelle le courant en régime permanent et taux, on l'appelle constante de temps. La courbe de variation de I en fonction de temps sera de la forme qu'une courbe exponentielle qui commence par l'origine parce qu'A T est égal à 0, I est égal à 0 et qui tend à prendre une valeur maximale, c'est IP, c'est l'intensité du courant en régime permanent qui va être prise pour T tend vers l'infini, mais l'infini ici pour le temps, ce n'est pas à notre échelle, à l'échelle de l'établissement du courant.
Deuxièmement, la rupture du courant dans le dipôle RL. En ouvrant l'interrupteur K, la loi d'Ohm va être écrite sous la forme IB plus R est égal à 0. Ici ne travaille pas. Donc R multiplié par I plus LDDI sur DDT plus R multiplié par I est égal à 0. Donc R total fois I plus LDDI sur DT est égal à 0. C'est une équation différentielle de premier degré sans second membre de solution de la forme A exponentielle moins alpha t. On peut déterminer A et alpha en utilisant l'équation différentielle et les conditions initiales. Ici, les conditions initiales, c'est que t est égal à 0, I est égal à IP. Et donc, en résolvant cette équation, on trouve la forme générale de la solution. I est égal à IP exponentielle moins T sur tout. La courbe ci-dessous représente les variations de I en fonction de temps qui montre que I commence par une valeur maximale à T est égal à 0. C'est la valeur de l'intensité en régime permanent. Et temps va être 0, temps à s'annuler pour T tend vers l'infini. Et toujours l'infini ici à l'échelle de l'établissement ou de l'annulation du courant qui sont très rapides certainement. Nous avons quelques remarques. Première remarque, la constante de temps tau est égale à L divisé par R total. Cette constante fournit un ordre de grandeur sur la durée de la réponse du circuit, c'est-à-dire sur l'établissement du courant dans le cas d'établissement ou la rupture dans le cas de la rupture. L'établissement et la rupture, on l'appelle réponse à la tension appliquée. Après une durée tau, l'intensité va atteindre 63% de sa valeur maximale dans le cas d'établissement et va perdre 63% de sa valeur maximale, c'est-à-dire il va rester 37% de sa valeur maximale dans le cas de l'annulation du courant, c'est-à-dire la rupture du courant. Et cela, c'est simple à démontrer. On remplace dans l'expression DI dans le cas d'établissement T par tau et on calcule l'expression, on va trouver 0,63 DIP et on remplace par tau dans le cas de l'annulation, on va trouver 0,37, c'est-à-dire va a perdu 63% de sa valeur. Après 5 taux, on trouve que l'intensité va atteindre 79%, presque à 100% de sa valeur maximale. On dit que 5 taux représente l'infini pour l'établissement du courant. Même chose, va perdre 99% de sa valeur maximale, c'est-à-dire va être nul. Il ne reste que 0,01% de la valeur maximale, donc presque c'est nul pendant 5 taux. Donc 5 taux ici représente l'infini. On peut dire que 5 taux représente l'infini pour l'établissement et l'annulation du courant. Taux en général est faible, de l'ordre de millisecondes. Donc on trouve que l'infini pour l'établissement et l'annulation du courant, c'est de l'ordre de millisecondes. Ce n'est pas à notre échelle l'infini qui est en grand nombre. Non, l'infini ici, c'est de l'ordre de millisecondes. Taux peut être déterminé graphiquement en traçant la tangente de la courbe I est égal à F de T au point d'abscisse X est égal à 0. L'abscisse d'intersection de cette tangente avec l'asymptote horizontale de la courbe est tau. Que ce soit dans le cas d'établissement, l'asymptote c'est I est égal à IP, que ce soit dans le cas de l'asymptote I est égal à 0.